Sur YouTube, plus tu réussis, plus on te reproche de réussir. Léna Situation, elle a 3,15 millions d'abonnés. C'est la créatrice lifestyle la plus influente de France. Elle a tout ce dont elle rêvait, une carrière florissante, des partenariats avec les plus grandes marques, 2 invitations au Met Gala, des millions de vues, une communauté fidèle. Et pourtant, les commentaires ont changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment une créatrice qui a construit sa carrière sur la proximité et l'authenticité s'est-elle retrouvée accusée d'être trop parfaite ? Vous allez voir, le parcours de Léna Mafouf révèle quelque chose d'inattendu, une réalité dérangeante derrière la carrière de créateur ou créatrice de contenu. Pour bien comprendre, commençons par le début. Parce que Léna, au départ, elle était tout sauf parfaite. Et c'est exactement ça qui plaisait. On est en 2015, Enjoy Phoenix parle de beauté, Sanana parle lifestyle, et une jeune fille décide de prendre sa caméra et de faire sa première vidéo, Léna Mafouf. Elle a 16 ans, elle a une envie simple, partager son quotidien. Pas spécialement de grandes ambitions au départ ou de stratégie marketing, c'est juste une adolescente qui filme sa vie et qui trouve ça cool. Ses premières vidéos, c'est du pur YouTube des années 2010. Des hauls Primark, des routines du matin, des Get Ready With Me. Le ton est léger, spontané, amateur, mais dans le bon sens du terme. C'est une fille qui s'amuse devant sa caméra et ça plaît. Parce qu'à cette époque, les gens ne cherchent pas du contenu parfait, ils cherchent de la proximité. Ils veulent voir quelqu'un qui leur ressemble, et Léna, elle est exactement ça. C'est une fille normale, qui vit une vie normale, et qui a les mêmes galères que tout le monde. Elle filme dans sa chambre, pas dans un studio. Elle porte des fringues Zara et H&M, pas des marques de luxe. Elle parle de ses complexes, de son rapport à son corps, de ses doutes sur l'avenir, etc. Et elle est accessible. Et c'est ça en fait qui va créer le lien. Mais au-delà des formats, il y a quelque chose d'assez différent chez elle. Là où d'autres créatrices lifestyle restent plutôt en surface, Léna commence à se livrer. Elle parle pas juste de mode ou de maquillage, elle parle de ce qu'elle ressent. Elle galère comme tout le monde, elle n'est pas toujours sûre d'elle, et en faisant ça, elle crée un lien différent avec son audience. Ce n'est pas juste « je vous montre ma vie », c'est « je vous emmène dans ma vie ». Une nuance qui a son importance. Parce qu'à partir de là, les gens se sentent proches d'elle, vraiment proches. Et ils ont l'impression de la connaître, de grandir avec elle, d'être presque ses amis. Et puis en 2017, elle crée un format qui change tout, les vlogs d'août. Le concept, super simple. Elle filme son quotidien pendant tout le mois d'août, chaque jour une nouvelle vidéo. Pas de mise en scène, pas de script, juste elle, sa vie et ses potes. Ce sera un carton. Parce qu'en fait, pour la première fois, les gens ne regardent pas juste une vidéo, ils suivent une série, un feuilleton de sa vie. Chaque matin, ils se réveillent et ils savent qu'il y a un nouvel épisode. C'est immersif, c'est intime et surtout, c'est authentique. Parce que dans ses vlogs, Léna ne triche pas. Elle se filme au réveil, sans maquillage, les cheveux en vrac, en pyjama. Et c'est exactement ça qui crée le phénomène. Son audience adore parce qu'elle se reconnaît en elle. Pendant ces années-là, Léna construit une communauté sur cette proximité, sur l'idée qu'elle est l'une d'entre nous et qu'on grandit ensemble. Et c'est cette proximité-là qui va devenir son ADN. Mais c'est aussi son plus gros problème, parce qu'à partir du moment où tu construis ton image sur le fait d'être normal et accessible, qu'est-ce qui se passe le jour où tu ne l'es plus ? Et en vrai, c'est ce que l'histoire de Léna nous apprend dès le début. C'est un truc super important pour nous, les créateurs et créatrices de contenu. Au début, l'authenticité et la proximité avec l'audience bat la production, à chaque fois. Léna n'a pas attendu d'avoir un studio, une équipe, un éclairage parfait. Elle a filmé dans sa chambre avec une caméra basique et elle parlait à la caméra comme à une pote. Et c'est exactement ça qui a marché. Tes 10 premières vidéos, filme-les seul dans un endroit simple. Parle comme si tu parlais à un pote. Et surtout, n'hésite pas à partager le négatif. Parce que c'est ça qui crée l'attachement. Mais attention, parce que cet attachement-là, il va créer des attentes. Des attentes que Léna a découvert bien trop tard. Et on va voir exactement ce qui s'est passé quand ces attentes ont été brisées. En 2018, Léna commence à décoller. Les vues augmentent, les marques commencent à la contacter et petit à petit, sa vie change. Au début, c'est assez subtil. Des partenariats avec des marques un peu plus haut de gamme, des invitations à des événements de mode, des collaborations avec d'autres créateurs, rien de choquant. C'est juste une créatrice qui grandit. Mais à partir de 2020, quelque chose bascule. Parce que Léna ne grandit pas juste sur YouTube, elle grandit dans la vie. Léna quitte le cocon familial pour son propre appartement, un vrai appart à elle, et comme elle a toujours fait, elle partage tout. Et au début, les gens adorent, parce que c'est immersif, c'est inspirant, ce genre de projet qu'on aimerait tous faire. Mais en même temps, quelque chose commence à se fissurer, parce que cet appartement, il n'est pas donné, et tout le monde le sait. C'est pas un studio de 20 mètres carrés, c'est un bel espace parisien, bien situé, bien aménagé. Et c'est là que le décalage commence à se créer. C'est normal, elle réussit. Mais pour son audience, c'est pas juste un changement, c'est un éloignement. Parce que cette vie-là, on ne peut plus s'y identifier, on peut plus se dire « elle vit comme moi ». Et puis en 2021, ça s'accélère vraiment. Parce que Léna ne fait plus juste des vidéos YouTube, elle devient une figure de la mode. Elle collabore avec des grandes marques, elle est invitée aux Fashion Week, aux soirées privées. Elle côtoie des célébrités, des acteurs, des chanteurs, des designers. Sa vie ressemble de moins en moins à celle d'une fille de 22 ans lambda, et de plus en plus à celle d'une influenceuse au sommet. Et Léna continue à tout partager, parce que c'est sa vie maintenant, et que c'est son ADN. Mais cette transparence-là, maintenant, elle joue un peu contre elle. Juin 2022, Léna est invitée au Met Gala, l'un des événements de mode les plus prestigieux au monde. Le truc dont tous les passionnés de mode rêvent.
l'événement le plus exclusif, le plus inaccessible, le plus élitiste. Et Léna, elle y va. Elle est la première influenceuse française à y être invitée. Quand on y réfléchit, c'est énorme. Et d'ailleurs, le fait que ce soit une personne racisée, c'est encore plus ouf en vrai. Peut-être que notre société progresse finalement. L'important, c'est qu'elle porte une robe magnifique, elle rencontre des célébrités internationales, et dans ses vidéos, on voit qu'elle est comme une petite fille devant des cadeaux de Noël. Elle fait ce qu'elle a toujours fait, elle documente tout. Les préparatifs, le stress, la robe, le voyage, l'événement, les coulisses. Mais cette fois, les réactions sont un peu mitigées. Alors, il y a toujours des abonnés qui se réjouissent pour elle, évidemment, mais d'autres sont un peu perturbés. Parce que le Met Gala, c'est pas un événement normal. C'est pas une soirée entre amis. C'est le sommet, le luxe absolu, l'inaccessible par définition. Léna, elle y est, mais son audience ne pourra jamais y être. Et ça, ça change tout. 2024, Léna est réinvitée au Met Gala. Et là, les critiques se font plus fortes, plus directes, plus dures. Et c'est assez fou parce que elle a juste été invitée à un événement. Et en vrai, c'est pas juste le Met Gala, c'est une accumulation. Le décalage économique est devenu trop grand. Et ce décalage-là crée de la distance. Une distance que Léna n'a jamais voulu, mais une distance réelle quand même. Parce qu'au fond, le problème, c'est pas que Léna a changé de personnalité. Le problème, c'est qu'elle ne correspond plus à l'image que son audience avait d'elle. Cette image, elle disait « je suis comme vous, je vis la même vie que vous, on grandit ensemble ». Et pendant des années, c'était vrai. Léna vivait une vie normale. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est là tout le paradoxe finalement. Parce que Léna, elle a réussi, elle a atteint ses objectifs, elle a construit la carrière dont elle rêvait, mais en réussissant, elle a perdu quelque chose, l'identification. Cette impression qu'on avait tous de la connaître, de grandir avec elle, d'être comme elle. Et maintenant qu'elle ne nous ressemble plus, on lui reproche d'avoir changé, alors même qu'elle a toujours été claire sur ses ambitions. Alors pourquoi ça pose problème maintenant ? Parce que quelque part, son audience voulait qu'elle réussisse, mais sans vraiment changer. Et ça, c'est pas vraiment possible. C'est le piège de la réussite visible sur YouTube. Il y a un truc crucial à comprendre pour nous, les créateurs et créatrices de contenu. Ce piège dans lequel Léna est tombée, il est évitable. Mais il faut l'anticiper avant de réussir. Parce que le problème de Léna, c'est qu'elle a construit son image sur « je suis comme vous ». Et le jour où elle a réussi, cette promesse s'est brisée. Son audience ne lui reproche pas d'avoir changé de personnalité, elle lui reproche d'avoir changé de vie. Alors, si toi tu veux éviter ça, il faut définir ton contrat relationnel dès le début. Dès maintenant, pas dans 2 ans ou quand tu auras 100 000 abonnés. Ça veut dire qu'il faut te positionner clairement, pas comme l'entrepreneur qui galère comme toi, mais comme l'entrepreneur qui va passer de X à Y et qui te montre comment faire pareil. Nuance énorme. Prépare ton audience à ton évolution. Dis-leur dès le début, mon but c'est d'atteindre X, vous allez me voir grandir. Et c'est normal. Comme ça, le jour où tu réussis, personne ne te reproche rien, parce que tu les as prévenus. Et surtout, dose la visibilité de ta réussite. Montre le processus, pas juste les résultats. Ton audience veut apprendre de toi, pas juste te voir réussir. Si tu fais ça bien, ton succès devient une preuve de crédibilité, pas une source de rejet. Mais attention, parce que ce décalage économique, c'est qu'une partie du problème. La vraie prison, elle est ailleurs. Si vous ne me connaissez pas, je suis Léa, stratégiste YouTube, et j'analyse le parcours des youtubeurs et youtubeuses pour que vous puissiez tirer des leçons pour vos propres chaînes YouTube. N'hésitez pas à m'envoyer un DM pour qu'on discute. Léna a bâti sa carrière sur un truc simple, être elle-même. Et pendant longtemps, ça a marché. Les gens adoraient cette transparence, cette impression de connaître la vraie Léna, pas juste un personnage YouTube. Mais plus elle est devenue grande, plus cette authenticité est devenue contraignante. Parce qu'en étant transparente, elle crée une attente de tout montrer. Et une fois que tu montres tout, tu ne peux plus rien cacher. Si elle change de style vestimentaire, les gens analysent. Si elle ne parle pas de sujets d'actualité, les gens demandent des comptes. C'est le paradoxe de l'authenticité sur YouTube. Plus t'es vrai, plus on t'en demande. Et c'est là que ça devient lourd. Parce qu'à partir du moment où tu deviens une figure publique qui a construit son image sur la transparence, chaque truc que tu fais est scruté, analysé, jugé. Il y a des moments où Léna ne prend pas position sur des sujets politiques, sociaux ou d'actualité. Et là, on lui reproche son silence. Mais depuis quand une créatrice lifestyle doit avoir un avis sur tout ? Apparemment, depuis qu'elle a 3 millions d'abonnés. Parce qu'une personne avec autant de visibilité, ça a des responsabilités selon certains. Ça doit parler, ça doit prendre position. Et si elle ne le fait pas, elle déçoit. C'est pareil pour sa vie amoureuse. Avec le temps, elle a compris que ça crée trop de pression. Alors oui, on sait qu'elle est en couple avec Seb et il apparaît dans beaucoup de ses vidéos, mais on ne sait pas grand-chose de leur couple. Chaque limite qu'elle pose est vue comme une trahison, parce qu'elle représente quelque chose aux yeux des gens, et ce quelque chose, elle n'a pas le droit de le changer. Et tout ça, ça a un coût mental énorme, parce que gérer une image publique, c'est épuisant. Et Léna, elle doit vivre avec ça, tous les jours. Elle ne peut plus être spontanée parce que la spontanéité, maintenant, ça a des conséquences. Ah, je sais qu'ils vont rebondir sur ça pour dire et insérer le tweet. En étant trop vraie, elle crée une attente tellement forte qu'elle ne peut plus être elle-même sans décevoir quelqu'un. C'est le piège ultime. L'authenticité t'enferme dans un rôle que toi tu n'as pas choisi, mais que les autres ont créé pour toi. Elle nous parle d'ailleurs de cette pression, du regard constant, de l'impossibilité de faire une erreur, que c'est lourd à porter cette image. Mais même quand elle exprime ça, ça devient du contenu.
Ça devient une vidéo, un message, une déclaration. Et là encore, les gens réagissent. Ils commentent, ils analysent. Même sa vulnérabilité devient quelque chose à consommer. Ce que l'histoire de Léna nous apprend, c'est simple. Il faut poser des limites avant de brûler, pas après 5 ans de burn-out. Concrètement, ça veut dire quoi ? Fais la liste de 5 choses que tu ne montreras jamais sur YouTube. Tu peux créer une version YouTube distincte de ta vraie personne. T'es pas obligé de tout partager. Tu peux aussi alterner ton contenu. Base pas 100% de tes vidéos sur ta vie perso. 70% de conseils et analyses, 30% de coulisses. Et ça te protège et ça évite que ton audience se lasse. Si tu fais ça bien, tu gardes le contrôle. Tu restes authentique sans tout donner. Mais même en posant ses limites, il reste une question. Comment on fait quand son image publique est devenue trop grande pour soi ? Face à cette pression, Léna n'a pas vraiment le choix. Elle doit s'adapter, trouver un équilibre entre rester authentique et se protéger. Et depuis quelques années, on voit qu'elle essaie. Elle teste des choses, elle change sa manière de créer. Elle tente de reprendre le contrôle sur son image, ou du moins d'en reprendre une partie. Les premiers gros changements, c'est la création d'un second canal en 2024. Léna, retournement de situation. L'idée, c'est d'avoir un espace plus léger, plus spontané, moins travaillé. Un endroit où elle peut poster des contenus rapides sans la pression de la chaîne principale. Mais même là, ça ne résout pas tout. Parce que les mêmes personnes la suivent, les mêmes attentes existent. Et au final, même sur ce canal plus libre, elle reste observée. Ensuite, il y a les pauses. Léna a toujours été régulière dans ses publications. Mais depuis quelques années, elle se permet de disparaître. Pas pendant des mois comme Seb, mais pendant quelques semaines. Le temps de souffler, de vivre sans filmer. En 2023, Léna lance Canapé 6 places, qui devient Couch en 2025. C'est un format qui correspond parfaitement à cette nouvelle version d'elle-même. Celle qui veut toujours partager, mais avec plus de distance, plus de contrôle. Dans Couch, Léna interviewe des stars françaises et internationales. Le principe, c'est de se livrer, de créer de l'intimité. Mais c'est une intimité différente. Parce que là, c'est pas sa vie qu'elle expose, c'est celle des autres. Elle pose les questions, elle écoute, elle réagit, mais c'est pas elle qui est au centre. Et ça change tout. Le format est plus professionnel aussi. Se tourne en studio, il y a une équipe, elle ne fait plus le montage. Et surtout, elle interviewe des gens qu'elle ne connaît pas forcément. Des personnalités avec qui elle n'a pas d'histoire personnelle. Alors oui, elle se livre quand même, elle partage des anecdotes, elle raconte des trucs sur elle, mais c'est cadré, c'est dosé et maîtrisé. Et ça lui permet d'évoluer, de montrer une autre facette d'elle-même. Pas juste la fille qui filme sa vie, mais la créatrice qui pose des questions, qui mène une conversation, qui crée du contenu différemment. Elle reste proche de son audience parce qu'elle leur donne accès à des personnalités qu'ils adorent. Elle continue à partager sa personnalité, son humour, sa sensibilité, mais elle le fait sans tout donner d'elle-même, sans s'exposer complètement. C'est un équilibre assez intelligent. Parce que son audience retrouve ce qu'elle aimait chez Léna, la spontanéité, l'authenticité, la connexion, mais cette fois, c'est pas au prix de son intimité à elle. C'est une manière de grandir professionnellement tout en se protégeant personnellement. Et c'est là qu'on tombe sur un nouveau paradoxe, parce que plus elle se protège, plus on lui reproche de ne plus être elle-même. Les gens sentent cette distance, et ça les dérange. Parce qu'ils veulent la Léna d'avant, celle qui se livrait sans limite, celle qui leur donnait accès à tout. Mais cette Léna-là, elle ne peut plus exister, parce qu'elle s'est volée, elle a trop donné, et maintenant, elle essaie de récupérer un peu de son intimité. Le problème, c'est que son identité de créatrice est construite sur cette proximité. Enlever la proximité, c'est enlever ce qui fait Léna. Alors elle est coincée. Si elle continue à tout montrer, elle s'épuise. Si elle pose des limites, elle trahit son image. C'est le paradoxe du succès construit sur l'authenticité. Tu peux pas te protéger sans perdre une partie de ce qui t'a rendu unique. Ce qui est intéressant pour nous, c'est ce que fait Léna avec Couch. C'est pas juste une stratégie de survie, c'est un changement de modèle. Elle arrête de construire son succès uniquement sur sa vie personnelle, elle crée de la valeur autrement. En interviewant des gens, en créant des conversations et en donnant accès à des personnalités. Et c'est ça la clé. Diversifie tes formats pour ne pas dépendre d'une seule relation avec ton audience. Dès que tu atteins 10 000 abonnés, teste un second format où t'es pas au centre. Un podcast avec des interviews, des analyses de cas, des décryptages de ton industrie. Un format éducatif pur où c'est pas ta vie qu'on regarde, mais ce que tu apportes. Planifie aussi des pauses régulières et annonce-les. Et fais évoluer ton format tous les 1-2 ans. Léna est passée des vlogs de chambre aux interviews studio. Toi, tu pourrais passer des vlogs perso à des masterclass. Si tu fais ça bien, t'as plusieurs casquettes. T'es pas juste la personne qui montre sa vie. T'es aussi celui ou celle qui apporte de la valeur, qui interviewe, qui analyse. Mais au-delà de toutes ces stratégies, au-delà de tous ces ajustements, il reste une question plus profonde. Une question que toute cette histoire soulève, et c'est celle-là qu'on va creuser maintenant. Quand on lance une chaîne YouTube, on se demande assez rarement c'est quoi réussir en vrai. Parce que Léna a tout ce qu'on associe au succès. 3 millions d'abonnés, des millions de vues, des invitations au Met Gala, des collaborations avec les plus grandes marques, mais elle a aussi perdu des trucs en chemin. Elle peut plus poster sans se demander comment ça va être perçu, elle peut plus évoluer sans décevoir une partie de son audience, elle peut plus vivre certains moments sans les analyser avant de les partager.
Alors c'est quoi le vrai succès? C'est les chiffres, la visibilité, les partenariats, l'argent, ou c'est pouvoir créer sans s'épuiser? Parce qu'on te vend le succès comme une destination, comme un chiffre à atteindre, 100 millions d'abonnés, 1 million, 10 millions, comme si une fois que tu y es, tout est réglé. Mais l'histoire de Léna nous montre que c'est pas si simple, que le succès a un prix, et que ce prix, personne ne te le dit avant. Tu peux atteindre tous tes objectifs et quand même te sentir prisonnier ou prisonnière. Alors avant de publier ta prochaine vidéo, pose-toi cette question. Pour toi, c'est quoi réussir? Parce que la réponse à cette question, elle va déterminer toute ta trajectoire. Si ce genre d'analyse t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur le parcours de Seb que je te mets juste ici. C'est un youtubeur qui ne montre pas du tout sa vie perso, mais qui a quand même dû s'adapter pour réussir à perdurer aussi longtemps sur YouTube.